À ma droite, 50 000 documents à la pesée, originaire de Leipzig en Allemagne, diplômé de philosophie, de droit, apprend seul le latin et les mathématiques. On lui doit entre autres le système binaire, le principe de raison suffisante, la notation de Leibniz et le calcul infinitésimal. Gottfried Wilhelm Leibniz. À ma gauche, originaire de Woolstrop en Angleterre, diplômé de Cambridge, président de la Royal Society. On lui doit entre autres la théorie de la gravitation universelle, le télescope et le calcul infinitésimal. Isaac Newton. En 1661, Newton n'est pas encore le grand génie qu'on connaît tous. Comme ses parents sont sans le sou, il vient d'entrer au Trinity College de Cambridge en qualité de sizar, c'est-à-dire un étudiant qui, en échange de sales besognes, comme vider les pots de chambre ou porter le bois de chauffage, se voit offerte la gratuité de ses études. Durant 4 ans, il se forme à l'arithmétique, la géométrie, mais aussi à d'autres domaines comme l'astronomie ou l'optique, où ses capacités sont vite remarquées par ses professeurs comme Isaac Barrow ou Henry More. Mais en 1665, une grave épidémie de peste à Cambridge l'oblige à retourner vivre chez sa mère, au nord de l'Angleterre. Et c'est pendant cette période d'isolement qui dura 2 ans que Newton mit son génie à exécution. En 1669, il s'intéresse notamment à la notion d'accélération. À l'époque, on sait déjà très bien que l'accélération est la variation de la vitesse au cours du temps. Il est alors facile de représenter ces variations sur un graphique, où l'on place le temps en abscisse et la vitesse en ordonnée. Si cette accélération est constante, c'est-à-dire si la vitesse augmente de façon constante, la vitesse se représente alors sous la forme d'une droite, et grâce à la pente de cette droite, qu'on appelle également le coefficient directeur, il est facile de prédire la vitesse au cours du temps. Au passage, la pente de cette droite est précisément égale à l'accélération. Mais qu'en est-il des accélérations qui ne sont pas constantes? Par exemple, pour le cas d'un objet en mouvement qui accélère un peu pendant un temps, puis beaucoup l'instant d'après. Sans accélération constante, Newton se rend compte qu'il perd alors cette droite si précieuse pour prédire sa vitesse future. C'est là que Newton a une idée. Oh là là, j'ai plein d'idées, je suis trop fort. De la même façon qu'on ne peut pas voir la courbure de la Terre si on est trop proche d'elle, en zoomant suffisamment sur la courbe, cette minuscule portion devient alors une droite. Il devient alors facile de calculer les variations de vitesse pendant ce minuscule laps de temps. Et grâce à cette méthode, Newton comprend qu'il a désormais un moyen de calculer l'accélération en tout point, du moment que le laps de temps entre ces 2 points est suffisamment petit. Newton vient d'inventer le calcul infinitésimal. Cette méthode, appelée la méthode des fluxions, conduit Newton à l'intégrer dans ses travaux monumentaux qui deviendront plusieurs années plus tard les fameux Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Seulement voilà, toujours réfractaire à l'idée de montrer ses travaux au reste de la communauté scientifique, Newton garde son idée pour lui. Enfin, presque. Car depuis quelque temps, il correspond par courrier avec un collègue allemand, mathématicien lui aussi. Son nom, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz est né en 1642, et très vite son entourage perçoit chez le jeune homme des capacités intellectuelles hors normes. Il entre à l'université de Leipzig à l'âge de 14 ans, et se distingue dans des disciplines comme la philosophie et le droit. À partir de 1672, alors qu'il est en mission diplomatique à Paris, il rencontre la crème des scientifiques de l'époque et se forme aux mathématiques. En 1674, il commence à se pencher sur le problème suivant. Si j'ai une courbe qui fluctue, comment puis-je calculer l'aire de ce qu'il y a sous cette courbe? À l'époque, et depuis l'aube des mathématiques, on sait très bien calculer l'aire d'un rectangle.
Il suffit de multiplier entre elles la largeur et la longueur de ce rectangle. Si la courbe n'était pas arrondie, mais sous forme d'histogramme, c'est-à-dire constituée de rectangles, il serait facile, se dit Leibniz, de calculer mon aire. Ce serait alors la somme de toutes les aires de tous ces rectangles. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Si l'on considère avec des approximations que la courbe est constituée de plusieurs rectangles, on fait une erreur sur les arrondis de la courbe. Alors, Leibniz a une idée. Si l'on zoome suffisamment sur la courbe, tout arrondi peut se résumer à un segment. Leibniz comprend alors qu'il peut calculer l'aire sous la courbe. Chacune des parties est alors constituée d'un minuscule rectangle et la différence entre l'aire réelle et l'approximation est bien plus petite. C'est facile, se dit Leibniz. C'est facile. Pour calculer l'aire sous la courbe, il me suffit de faire la somme de cette infinité de petits rectangles. Leibniz vient de découvrir le calcul infinitésimal. Après sa découverte, Leibniz affine ses travaux et invente notamment une nouvelle écriture qui permettra de naviguer simplement dans ces sommes infinies de rectangles minuscules. Et en 1684, il publie le résultat de ses recherches dans la revue Acta Eruditorium. De son côté, Isaac Newton, qui a entre-temps intégré la prestigieuse Royal Society, publie son œuvre magistrale qui fera date dans l'histoire des sciences, les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en 1687. Alors que Newton a pourtant publié 3 ans après Leibniz, la paternité du calcul infinitésimal lui est attribuée. À une époque sans téléphone ni courrier électronique, il y a fort à parier que 3 petites années séparant 2 publications ne permettent pas aux savants de voir venir la querelle qui est pourtant sous-jacente à travers les travaux des 2 hommes. Ce n'est qu'en 1708 que John Cale, mathématicien et membre de la Royal Society, accuse Leibniz de plagiat. À partir de là, les choses s'emballent. Les partisans de Leibniz appuient sur le fait que leur poulain ayant publié 3 ans avant Newton, c'est à lui qu'on devrait attribuer la paternité du calcul infinitésimal, plutôt que de le traiter de plagiaire. Quant aux partisans de Newton, ils soulignent le fait que même si elle n'a été publiée qu'en 1687, la théorie de Newton a été créée bien avant et manuscrit à la main, Newton peut facilement prouver que sa découverte du calcul infinitésimal date d'il y a au moins 15 ans. Pour tirer le vrai du faux, une enquête est ouverte au sein de la Royal Society. Une commission d'enquête est donc créée, et le rapport est catégorique. Newton est officiellement déclaré comme le fondateur du calcul infinitésimal. Problème, ce rapport a été rédigé par le président de la Royal Society, dont la place est occupée depuis 1703 par un certain Isaac Newton. Le conflit d'intérêts est énorme. Et cette décision conduit à une rupture des relations entre les Britanniques et le reste de l'Europe dans le monde des maths. De plus, cette controverse aura la fâcheuse conséquence de ralentir considérablement les progrès scientifiques en mathématiques durant plusieurs décennies. En effet, les notations de Leibniz, plus pratiques, et qui auraient pourtant pu être utilisées pour faire progresser les recherches dans le domaine de l'analyse mathématique, étaient quelque peu proscrites en Angleterre, afin de ne pas faire la promotion de la notation du plagiaire. Alors, qui est finalement le fondateur du calcul infinitésimal ? Newton ? Leibniz ? La réponse est plus complexe que ça. Mais aujourd'hui, les historiens ont suffisamment de recul et de sources pour conclure de façon plus nuancée. La notion de calcul infinitésimal était en fait bien antérieure à ces 2 hommes. Archimède et Fermat avaient déjà posé les bases de cette découverte en leur temps. Par la suite, des scientifiques comme Descartes ou Barrow développèrent des notions introduites par Newton et Leibniz. Comme toujours, la science est une affaire collective, et penser le calcul infinitésimal comme une œuvre isolée découverte par un savant unique serait une erreur. Pour autant, cette bataille de l'infinitésimal révèle une chose. Même si la paternité d'une théorie scientifique ne rapporte pas de droit d'auteur comme cela peut être le cas en musique, il subsiste néanmoins un besoin de reconnaissance en science, similaire à celui des artistes, qui pousse les chercheurs à être parfois pointilleux sur la revendication de leurs découvertes. Comme si les mathématiques étaient la grande symphonie de la nature, dont les savants cherchaient à s'attribuer des petits morceaux de compréhension, pour faire progresser la connaissance, avec un tempo fluctuant,
mesure après mesure, ronde après ronde, blanche après blanche, croche après croche, de façon infinitésimale en quelque sorte.